doit-on ou ne doit-on pas dépister la FA ? Et c'est une question controversée, puisque si les guidelines européennes recommandent un screening systématique à partir de l'âge de 65 ans, ce n'est pas du tout le cas pour l'instance qui fait autorité aux États-Unis, qui ne recommande en réalité pas de dépistage du tout. Mais quand on y regarde de plus près, il s'avère que les deux textes ne parlent pas exactement de la même chose, puisque les recommandations européennes prennent un âge seuil de 65 ans, tandis que l'âge considéré dans le texte américain est de 50 ans. Également, le comment, le moyen de dépister est différent, puisque les recommandations américaines ne considèrent pas la prise de pouls comme un moyen de dépistage, mais comme une mesure de soins courants. Et c'est assez contre-intuitif que cette question soit controversée quand on connaît les conséquences de la fibrillation atriale. On sait qu'elle augmente de 5 fois le risque d'accident vasculaire cérébral, de 1,5 à 3 fois le risque de décès, et on sait que quand on instaure un traitement anticoagulant, on réduit de 60% le risque d'AVC et de 26% le risque de décès. Mais en réalité, pour se poser la question de pourquoi doit-on dépister la FA, il faut la décomposer en plusieurs sous-questions. Et la première d'entre elles, c'est est-ce que quand on dépiste la fibrillation atriale, est-ce qu'on en diagnostique plus ? Et en fait, la réponse n'est pas si simple. Vous voyez, parmi les études présentées ici, le taux de FA diagnostiqué est extrêmement variable et va de 0,04% à 32% de FA diagnostiqué. Et les différences fondamentales entre les deux études, c'est d'abord la population concernée, le grand public pour les montres connectées, ici, et puis les dispositifs qui sont plus médicaux à destination des patients dans les études pilotées par des médecins. Et l'autre variable principale, qui est en rapport avec la méthode de screening, c'est la durée de screening que les différents dispositifs proposent. Quelques exemples. Brièvement, un premier essai aux Pays-Bas qui randomise presque une centaine de centres entre une stratégie de soins courants et une stratégie de dépistage qui consiste en la prise de pouls radial, la prise de la pression artérielle avec détection automatique de la FA et la réalisation d'un ECG monodérivation. Vous voyez qu'il n'y avait pas de différence en termes de FA diagnostiquée entre les deux stratégies, avec 1,62% contre 1,53%. C'est très peu. En cause, l'âge relativement jeune des patients, les soins courants qui étaient déjà assez optimaux aux Pays-Bas et une mauvaise adhérence aux techniques de dépistage puisque ces analyses sont en intention de dépister. Un deuxième essai, cette fois-ci aux États-Unis, qui randomise plus de 30 000 patients entre une stratégie de soins courants et la réalisation d'un ECG monodérivation à chaque visite médicale. Vous voyez, un résultat similaire, une absence des taux faibles dans les deux groupes et une absence de résultats significatifs. Mais cette fois-ci, il y a une analyse en sous-groupe et on s'aperçoit que la différence devient assez nette dans le groupe des patients qui ont plus de 85 ans. Et une troisième étude de la sorte, un essai contrôlé randomisé aux États-Unis, mais qui a cette fois-ci la particularité d'inclure seulement des patients âgés de plus de 75 ans et qui propose une méthode de screening qui est bien plus intensive qu'une simple ECG monodérivation, mais un patch de monitoring continu de 3 semaines. Et cette fois-ci, on aboutit à une différence qui est assez majeure, puisque la stratégie de dépistage a conduit à un taux de diagnostic de FA de 5,3% contre 0,5% pour une stratégie de soins courants. Et donc ces différences entre ces études illustrent finalement qu'au-delà de la question de pourquoi doit-on dépister, le public concerné et la façon de faire sont prépondérants. La deuxième question importante, peut-être la plus importante, c'est d'accord, peut-être qu'on peut diagnostiquer plus de fibrillation atriale si on sait à qui s'adresser et si on utilise les bons outils. Mais y a-t-il un impact clinique à ce genre de stratégie ? Et parmi les études dont on a parlé, finalement, seulement 2 en violet ont la taille suffisante pour répondre à cette question. La première, StrokeStop, qui randomise près de 30 000 patients entre une stratégie de dépistage qui consiste en la réalisation d'un ECG monodérivation 2 fois par jour pendant 2 semaines à une stratégie de soins courants. Et même si on diagnostique plus de FA, eh bien, on n'a pas de différence significative après une médiane de suivi de près de 7 ans sur un critère composite qui prend l'accident vasculaire cérébral, les embolies périphériques, le décès, les hémorragies et les AVC hémorragiques. En revanche, dans l'analyse en intention de dépister. En revanche, dans l'analyse en pair protocole, c'est-à-dire que
les patients, les sujets sont analysés selon l'intervention qu'ils ont réellement reçue, il y a cette fois-ci, sur un critère d'AVC seul, une différence significative entre les participants, ceux qui ont effectivement eu la technique de screening, c'est-à-dire finalement la moitié de ceux qui étaient randomisés dans le groupe intervention. Il y a une différence significative entre les participants et les contrôles et entre les participants et les non-participants. Et même, il y a une vraie différence entre le non-participant et les contrôles, ce qui laisse entendre que lorsqu'un patient n'adhère pas à la stratégie de dépistage, il est en réalité plus à risque de faire de la fibrillation atriale. Une autre étude qui utilise cette fois-ci le gold standard de la détection de l'AFA, c'est-à-dire le moniteur cardiaque implantable, et qui randomise 6000 patients qui ont plus de 70 ans et qui ont au moins un facteur de risque considéré comme un facteur de risque clinique. Eh bien, on diagnostique nettement plus de fibrillation atriale, 3 fois plus que dans le groupe contrôle, mais l'étude n'a pas montré une différence significative dans la survenue d'AVC ou d'embolie périphérique. Donc malgré 3 fois plus de diagnostics de fibrillation atriale, cette étude ne démontre pas de réduction du risque d'AVC. Et finalement, ça vient questionner le lien causal, mécanistique qu'il existe entre la fibrillation atriale et l'AVC. Et il y a une sous-étude très intéressante de Loop qui se concentre sur les 67 patients dans le groupe moniteur cardiaque implantable qui ont eu un AVC. Et finalement, la majorité d'entre eux avaient fait un AVC sans FA documenté. Voilà. Et ça vient s'ajouter à une liste déjà assez longue d'études qui remettent en question le lien explicatif ou au moins temporel entre les épisodes de FA et l'AVC. Finalement, il est possible que la FA soit plus un marqueur de risque qui pourrait être comparable à ceux qui figurent déjà parmi les scores cliniques plutôt qu'un élément strictement causal. Et d'ailleurs, dans cette étude qui est assez bien faite, dans tous ces patients qui ne sont pas anticoagulés, l'augmentation du score de Schatz-Vask a plus d'effet sur la probabilité d'AVC que la charge en fibrillation atriale. Et ça laisse quand même penser, quand on voit la relation plus linéaire qu'il existe entre les autres facteurs de risque d'AVC, comme par exemple la pression artérielle, on en a parlé tout à l'heure, et avec une relation qui est plus linéaire que ce qu'il apparaît être dans la fibrillation atriale. Et enfin, une dernière question, c'est le coût médico-économique de stratégie de dépistage. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne serai pas capable de vous expliquer la modélisation qui a été effectuée, mais dans une sous-étude de l'essai Stop Stroke que je vous ai présenté, avec les coûts de la santé qui sont ceux du Danemark, une stratégie de dépistage était rentable, était efficace économiquement après 3 ans de dépistage, ce qui est très raisonnable. Alors maintenant, parlons de comment peut-on dépister la fibrillation atriale. Alors évidemment par l'électrocardiogramme. Il y a plusieurs biomarqueurs à l'électrocardiogramme qui ont été évalués, comme par exemple la durée et l'amplitude de l'onde P en V1, ou comme par exemple la morphologie générale de l'onde P et l'existence d'un bloc interatrial. Et à partir de ces éléments singuliers, il y a des modèles algorithmiques qui ont été créés et qui permettent, avec une performance diagnostique assez correcte et beaucoup de variables, de pouvoir prédire instantanément, avec un électrocardiogramme à un moment donné, si ce patient-là a déjà fait, oui ou non, un épisode de fibrillation atriale. Mais évidemment, ces modèles algorithmiques sont aujourd'hui un petit peu désuets, puisqu'il est impossible de parler de dépistage de fibrillation atriale sans parler d'intelligence artificielle, et la fibrillation atriale, par l'intermédiaire de l'électrocardiogramme, qui est une donnée digitale, est un domaine d'application des plus féconds de l'intelligence artificielle en cardiologie. Dans cette étude, cette première grande étude de la Mayo Clinic, où plus de 200 000 patients avaient leurs ECG analysés. C'est une étude vraiment en instantané, c'est-à-dire que l'ECG, parmi les patients qui avaient fait au moins un épisode de fibrillation atriale, seul l'ECG le plus proche de la crise de fibrillation atriale était enregistré. Et donc, en développant un réseau de neurones avec une annotation assez simple, fibrillation atriale oui-non, le réseau de neurones arrive à des performances diagnostiques qui sont assez importantes, avec des R sous la courbe qui approchent la valeur de 0,87. Et ça ne marche pas seulement en instantané. D'autres études après ont montré qu'on peut prédire
avec 1 an d'avance sur un électrocardiogramme, la survenue, l'incidence de la fibrillation atriale. Ici, vous voyez la performance diagnostique en gris d'un score clinique seul. Et lorsqu'on ajoute à ce score clinique l'ECG analysé par l'intelligence artificielle, on obtient des performances diagnostiques qui sont bien meilleures, avec une discrimination importante des patients. Et donc, on peut également combiner l'électrocardiogramme analysé par l'intelligence artificielle et des scores cliniques. Je ne vous ai pas parlé du score de charge AF, qui est une sorte de concurrent au score de Schatz-Vasc, qui a une performance diagnostique un petit peu meilleure. Gardons à l'esprit que le score de Schatz n'est pas seulement prédicteur de l'accident vasculaire cérébral, mais aussi des épisodes de fibrillation atriale. Le score de charge a été développé dans cette optique et est un petit peu meilleur que le score de Schatz-Vasc pour prédire l'incidence de la fibrillation atriale. Et lorsqu'on combine ce score de Schatz avec l'ECG analysé par l'intelligence artificielle, on obtient une bien meilleure calibration, c'est-à-dire une relation linéaire entre le risque prédit et le risque observé. Alors, je voulais vous parler de cette étude qui illustre à quel point la méthode de dépistage est importante. C'est une sous-étude de l'étude LOOP-AF, donc des moniteurs cardiaques implantables. Et finalement, les auteurs ont modélisé, à partir de tous les épisodes de FA donnés par le Reveal, comment les différentes méthodes de screening pouvaient aboutir au diagnostic de FA. Et on se rend compte qu'il y a une relation très importante, non seulement avec la durée, mais également avec la fréquence des dépistages et la dispersion des examens. Vous voyez, par exemple, si on répète 15 fois un seul ECG de 30 secondes, on aboutit à une sensibilité faible. En revanche, si on multiplie simplement 2 fois un Holter de 24 heures à 1 semaine d'intervalle, on est plus sensible que si on avait fait 15 ECG différents à 1 jour d'intervalle. Et on peut continuer ce raisonnement comme ça. Si on fait 2 Holter d'1 semaine à 1 mois d'intervalle, on est plus performant que si on avait fait 12 Holter de 24 heures. Ce qui illustre bien qu'il n'y a pas seulement la durée, il y a aussi la dispersion dans le temps et la fréquence des examens. Alors, un sujet d'actualité, je voulais vous parler un moment des différents devices qui sont disponibles commercialement aujourd'hui. Alors, c'est pléthorique et s'il y a quelques années, on estimait à 325 millions le nombre de dispositifs connectés utilisés, les prévisions, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, on estime à 1,1 milliard le nombre de dispositifs connectés qui sont capables d'enregistrer des données de santé qui ont été vendus. Alors, c'est très difficile de parler de ces sujets parce que ça évolue très vite et que finalement l'industrie avance plus vite que l'évaluation de ces dispositifs. Il ne faut pas confondre, il faut faire attention lorsqu'on interprète une étude à comprendre quelle sous-fonction de device est utilisée. Par exemple, la montre Apple a 3 technologies qui permettent éventuellement de diagnostiquer de la fibrillation atriale. La photoplétismographie, c'est-à-dire la prise de pouls par un capteur lumineux, un ECG 30 dérivations et différents algorithmes, en partie basés sur l'intelligence artificielle, qui peuvent combiner ces 2 interventions. Et finalement, aujourd'hui, seule la première de ces 3 méthodes a été évaluée. Et il y a des variations très importantes entre les études qui sont promues par les industriels et ensuite les études qui sont faites en pratique clinique. Sur les 2 montres qui sont le plus disponibles commercialement, il y a 2 grandes études qui ont été faites, la Apple Heart Study et la Huawei Heart Study. Dans la première, parmi quand même 419 000 patients, 0,52% ont eu une notification de rythme cardiaque irrégulier, donc c'est quand même assez peu. Et parmi ces 0,52%, il y a quand même 34% qui ont eu un diagnostic confirmé de fibrillation atriale, aboutissant à une valeur prédictive positive estimée de 71 à 84%. C'est quand même beaucoup. Dans l'étude de Huawei, il y avait 0,20% de notification
et avec une stratégie quand même un petit peu différente, puisque dans cette étude, les patients qui recevaient une notification de rythme cardiaque irrégulier étaient incités à aller à un hôpital référent pour un électrocardiogramme. Donc c'est un peu différent, un peu plus intensif que l'étude Apple Heart. Et parmi ces 0,2%, dans cette étude, 87% avaient leur diagnostic de fibrillation atriale confirmé. La grande limite de ces études, c'est que l'étude va considérer comme un diagnostic correct de FA si parmi toutes les notifications, il y en a au moins une qui donne de la fibrillation atriale. Et donc il y a cette étude intéressante qui est sortie récemment où 200 patients qui venaient pour consultation de fibrillation atriale portaient un des 5 dispositifs, 4 montres et le Alive Core Cardia, pendant quelques secondes, l'une après l'autre, et les performances diagnostiques des dispositifs étaient évaluées, et également le ressenti subjectif des patients vis-à-vis des dispositifs. Et on voit que les résultats sont beaucoup moins dithyrambiques que dans les études promues par les fabricants, avec des sensibilités qui varient entre 58% et 85%, des spécificités entre 69% et 75%. Ça donne quand même, considérant la prévalence de la fibrillation atriale dans cette étude qui était quand même assez élevée, 60 sur 200, ça donne des valeurs prédictives négatives importantes, mais des valeurs prédictives positives qui sont parfois assez basses, notamment 48% pour un de ces dispositifs. Donc, même si ces outils sont quand même relativement performants, les chiffres qui sont donnés par les études de terrain sont quand même nettement inférieurs avec les études Princeps, disons. Quelques exemples, sans rentrer dans les détails. Voici à gauche des exemples de rythmes sinusales qui ont été considérés comme de la fibrillation atriale, et à droite des arythmies assez facilement visibles à l'œil nu, qui n'ont pas été prises en compte par le dispositif. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque les rythmes, les fréquences extrêmes, que ce soit vers la bradycardie ou la tachycardie, ne sont pas interprétables. Et finalement, dans les études industrielles, ces rythmes ininterprétables ne sont pas considérés comme des échecs. Voilà. Donc c'est à prendre en compte, et il y a un certain nombre, des patients en arythmie qui n'auront pas d'alerte parce que le rythme sera inconclusif en raison de fréquences extrêmes, fréquences dans lesquelles les montres finalement n'ont pas été entraînées à résonner. Alors, toujours dans le comment peut-on diagnostiquer la fibrillation atriale, il y a aussi l'apport de la génétique. Sans en parler longuement, il existe depuis quelques années des scores de risque polygéniques qui sont assez intéressants pour définir un profil à risque de faire de la fibrillation atriale. Et lorsque l'on combine un score clinique avec le risque génétique, eh bien, le score génétique est un prédicteur indépendant de la fibrillation atriale. Il a une valeur incrémentale en combinaison avec le score clinique et il multiplie le risque par 10. Et je voudrais finir ma présentation en sortant un petit peu du scope de la fibrillation atriale, en vous disant que finalement, on a dit tout à l'heure que le lien causal entre fibrillation atriale et AVC n'était pas clair, et une des raisons pour cela réside peut-être dans l'existence d'une entité au-dessus de la fibrillation atriale qui serait la cardiomyopathie atriale, et qui serait également influencée par l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, tous les facteurs de risque cardiovasculaire, et où finalement la fibrillation atriale serait une cause au même titre que l'AVC, l'élément étiologique étant la cardiomyopathie atriale. Bon, ça fait quelques années que ce genre de modèle est exploré, et dans les composants de la fibrillation, dans les composants de cette cardiomyopathie atriale, il n'y a pas que la fibrillation atriale, il y a aussi la dysfonction électrique de l'oreillette, la dysfonction mécanique, un état procoagulant. Et cette étude est intéressante, cette étude d'IRM cardiaque, où les zones en vert ici sont des zones de fibrose de l'oreillette gauche. On voit que les patients qui ont fait un AVC sans cause identifiée ont
et sans fibrillation atriale identifiée ont un niveau de fibrose atriale qui est comparable aux patients qui ont de la fibrillation atriale. Et donc là, peut-être que l'exploration, la caractérisation de cette cardiomyopathie atriale permettra d'avoir un meilleur aperçu du risque de fibrillation atriale et de risque d'AVC. On sait que la fibrose de l'oreillette gauche est proportionnellement liée au risque d'AVC. Cette fibrose dans l'oreillette gauche, on peut la classer de manière semi-quantitative avec des classes de 1 à 4. Et vous voyez, plus vous progressez dans les classes de fibrose atriale, plus votre risque de faire un AVC est important. Il n'y a pas que la structure, la fonction de l'oreillette a également été corrélée au risque d'AVC, à la fois en calculant la fraction d'éjection de l'oreillette gauche, mais également en calculant le strain de l'oreillette gauche. Et dans le futur, il est possible que les stratégies de prévention de l'AVC et donc de traitement anticoagulant puissent s'adresser également à des patients qui n'ont pas de fibrillation atriale documentée. Il y a 2 essais cliniques en cours sur le sujet. Et je voudrais conclure avec quelques points. D'abord, c'est une question complexe, on l'a vu. La question elle-même de faut-il dépister n'est pas résolue. Il faut garder sur les moyens de dépistage, il faut garder en tête que les moniteurs cardiaques implantables restent le gold standard. C'est un domaine qui est vraiment à l'interface de la santé et des objets de consommation grand public, avec des investissements massifs des industriels et des innovations rapides. Ce qui est sûr, c'est qu'une stratégie maximaliste qui consiste à dépister tout le monde avec le moyen le plus invasif possible n'est clairement pas associée à un bénéfice clinique net, et que probablement à l'avenir, des stratégies ciblées seront développées, qui seront destinées à qui ? Eh bien, aux sujets à risque, par l'âge, par les scores de risque clinique, par l'analyse de l'électrocardiogramme par l'intelligence artificielle, voire par des méthodes génétiques, avec des devices différents, smartphone, Holter longue durée, ICM. Lesquels des devices sera adaptés à quel patient ? C'est des questions très importantes. Et je vous remercie de votre attention. Merci Mickaël. Y a-t-il des questions dans l'assistance ? Pas de questions ? Gilles ? Bon alors nos montres là, quand même, on commence à les conseiller aux patients, mais la performance est pas forcément au rendez-vous, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est quand même la valeur prédictive positive. Oui. Et qu'est-ce que tu leur dis à tes patients, toi ? Oui, c'est d'autant que les valeurs prédictives positives qu'on a vues, qui n'étaient pas extraordinaires, plutôt de l'ordre de 60%, étaient faites dans une population où la FA est prévalente, 60 patients sur 200. Donc c'est problématique. Et c'est la faute à la plétismographie ou c'est la faute à la confirmation électrique Ça évolue très vite. D'ailleurs, dans l'étude Basel que je vous ai montrée, toutes les montres ne sont quasiment plus commercialisées parce qu'elles sont déjà remplacées par d'autres. En particulier la Samsung Galaxy Watch 3, maintenant c'est la Watch 5. Je ne savais pas, j'ai appris ça hier. Mais donc, évidemment, à chaque fois, ça augmente la performance diagnostique des outils. Et je ne suis pas sûr que, en tout cas pour la Apple Watch dans cette étude, c'était bien la plétismographie qui était utilisée pour étalonner le dispositif. Mais oui, c'est sûr que... Mais il est assez évident que la performance ne va faire qu'augmenter à l'avenir. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, les moniteurs cardiaques implantables seront remplacés par ce genre de dispositif.